Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, je vous le promets, cette vidéo va être petite. Elle va être petite parce que je voudrais très rapidement réagir sur 2-3 choses qui viennent de se passer aux États-Unis et qui, à mon sens, sont très importantes et risquent d'avoir certaines ramifications dans les jours, voire les semaines à venir. Première chose, on vient d'apprendre que le secrétaire d'État au département de la justice, je cherche les dénominations bien précises, William Barr a l'intention tout simplement de déposer une plainte en justice sur le principe de la loi antitrust. La loi antitrust aux États-Unis, c'est cette loi qui permet à l'État fédéral à un moment donné de mettre une limite ou de pousser des entreprises qui sont devenues beaucoup trop grosses, beaucoup trop puissantes, à un moment donné de se scinder. C'est-à-dire, ça a été le cas par exemple pour Microsoft. Microsoft était devenue une entreprise beaucoup trop importante, beaucoup trop puissante, beaucoup trop hégémonique, et c'est bien que la loi antitrust a été mise en action contre la société Microsoft, et Microsoft a été obligé de partitionner un certain nombre de ses activités dans d'autres sociétés indépendantes ou appartenant à un certain nombre de groupes, etc. Aujourd'hui, c'est Alphabet, parce qu'Alphabet, c'est évidemment pour se prémunir plus ou moins de ce principe, avait été créé il y a maintenant quelques années et se trouve au sein d'Alphabet, donc Google, YouTube, Instagram et un certain nombre d'autres sociétés liées aux activités de l'Internet et des réseaux sociaux. Et donc William Barr a décidé de porter plainte contre Alphabet pour ce principe de cette loi antitrust. Sauf que pour l'instant, la plainte n'est pas déposée, c'est une intention, tout simplement parce que le dossier n'est pas encore bouclé. Or, il y a un certain nombre de problèmes avec apparemment les avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Il y en a une quarantaine apparemment, et un certain nombre d'entre eux ont dit à William Barr que pour l'instant, le dossier n'était pas encore totalement prêt, qu'il y avait encore un certain nombre d'éléments à trouver, etc. Sauf que le problème, vous savez, c'est quand on commence à s'attaquer à des grosses machines comme ça, qui ont de l'influence, surtout Alphabet, qui par l'intermédiaire de Google va avoir évidemment beaucoup d'impact sur la façon dont l'information va circuler, dont les gens vont pouvoir s'exprimer. On l'a vu déjà avec Facebook, Twitter et même Google qui a décidé parfois de mettre de côté dans les référencements des sites en moteur de recherche, va provoquer évidemment pas mal de remous. Et c'est pour cette raison que William Barr a décidé d'ici au moins une semaine ou deux que le dossier soit bouclé pour telle manière à ce que soit présentée la plainte. Et alors évidemment c'est électoraliste, soyons bien clairs, le mois de novembre approche et que, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mon blog et comme je l'ai déjà dit certainement dans une vidéo, de toute façon Trump aujourd'hui n'a plus rien à perdre. Il va sortir tous les dossiers, quitte même à balancer d'ici peut-être quelques semaines. On s'attend à ce que l'Obamagate revienne sur la table, on s'attend à ce que des événements liés au réseau pédophile aux États-Unis soient également remis sur la table. Donc on peut s'attendre à ce que toute la merde aux États-Unis soit remuée par Donald Trump pour essayer de sauver sa tête pour éventuellement se faire réélire. Donc ça c'est la première chose à suivre parce que je pense que ça va mettre pas mal d'électricité à Washington, puisque là on s'attaque quand même à Alphabet. Google, c'est aujourd'hui le moteur de recherche qui est le plus utilisé à l'international, avec en plus évidemment YouTube, qui est aujourd'hui le réseau de vidéos en ligne, peut-être le plus important, le numéro 1 je crois dans le monde. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons Joe Biden qui est aujourd'hui à Kenosha, dans le Wisconsin, qui fait sa petite tour de popote comme l'a fait Trump il y a quelques jours. Sauf que là, il a dit deux choses. Alors ils ont organisé une petite réunion avec des gens, des Afro-Américains, de la communauté afro-américaine, du quartier dans lequel il y a eu malheureusement ce drame, etc. Et ils ont organisé ça dans une église apparemment. Et malheureusement, c'est Joe Biden. La première chose qui s'est passée, c'est que vous avez une jeune afro-américaine qui a quitté la salle, et qui a dit je suis désolé, je ne peux pas poser la question que j'ai sur le papier, je ne peux pas.
Sous-entendant, tout simplement, c'est que on lui a donné un papier avec une question, donc elle n'avait pas la liberté de poser la question qu'elle voulait. Donc ça veut dire qu'en fait, tout a été calculé, tout a été préparé. Donc gros malaise dans l'organisation, parce qu'en plus de ça, le truc était filmé, était retransmis en direct. Donc là, même si avec les 5 secondes de décalage, puisque je rappelle, aux États-Unis, il n'y a pas de direct absolu, tous les lives, même les rencontres sportives, etc., sont toujours retransmises, en fait, avec 5 secondes, voire 10 secondes de décalage, de telle manière, justement, si jamais il arrive quoi que ce soit, ou si quelqu'un dit quelque chose qu'il ne faut pas, il faut pouvoir, justement, soit laisser le temps aux gens, aux techniciens, de mettre le fameux bip. Vous savez que dans les télévisions américaines, la télévision, on n'a pas le droit de dire, par exemple, shit ou fucking ou des trucs comme ça. Et vous avez un bip qui vient toujours s'appliquer sur les mots vulgaires aux États-Unis. D'ailleurs, cette fameuse histoire assez drôle lorsque Jean Dujardin a remporté son prix, son Oscar, et qu'il avait dit putain de ta mère, ça fait plaisir. Le problème, c'est qu'en français, les techniciens ne parlent pas français, donc ils n'ont pas pu mettre le bip, même si à la limite les Américains n'ont peut-être pas compris ce que ça voulait dire. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Mais ici aux États-Unis, voilà, c'est pour ça que les émissions sont jamais en direct. En fait, il y a toujours un décalage de telle manière à ce qu'ils puissent apporter une modification à ce qui est en train de se dérouler dans l'émission et qui peut-être même à couper, couper au bon moment, de telle manière à ce que on ne puisse pas montrer ce qu'on ne voudrait pas montrer. Donc voilà pour la petite explication technique de ce qui se passe aux États-Unis en matière de télévision. Et donc Biden, voilà, il y a eu le problème, c'est que l'Afro-américaine a quitté la salle en laissant sous-entendre qu'en effet, tout a été organisé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un papier avec une question, c'est-à-dire que fatalement, Joe Biden avait la réponse à la question d'avance. Et la deuxième chose, là où alors là, il est champion du monde. C'est pour ça que moi je dis, à mon avis, s'il est élu, il ne fera pas les 4 ans. Ils le dégageront avant, soit ils lui prétexteront une maladie grave qui ne pourra pas lui permettre de continuer, d'assumer le mandat de président, et c'est Kamala Harris qui va prendre sa place, ou alors je ne sais pas, où il décédera d'une crise cardiaque ou j'en sais rien, mais moi je vous le suis, mon instinct me dit, Joe Biden, élu président des États-Unis d'Amérique, ne fera pas les 4 ans. Il va partir avant. Et la preuve en est, c'est que face à une question concernant la taxation, il a dit, vous savez, je crois qu'il y a 19 ou il dit 19, je crois que c'est 90. Vous avez 90 grandes sociétés, grandes compagnies aux États-Unis qui brassent des milliards et des milliards d'argent et qui ne payent pas un centime d'impôt, tout simplement parce qu'ils ont il y a de l'évasion fiscale, si vous voulez, qui fait que ces entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, finalement, payent très très peu d'impôts, payent très peu de taxes aux États-Unis. Et il admet que dans son programme, donc il ne peut pas dévoiler son programme fiscal, et de toute façon, même s'il voulait s'attaquer à ces entreprises, même s'il voulait mettre en place une taxe contre ces entreprises qui sont délocalisées mais qui ont de l'activité commerciale aux États-Unis, et il admet complètement que s'il fait ça, il va se faire descendre, car ils vont le tuer. Vous imaginez quand même un mec qui est candidat à la présidentielle des États-Unis d'Amérique et qui admet devant l'Amérique qu'il ne peut pas créer de taxes contre des consortiums ou contre des corporations, parce que sinon il se fera descendre. Alors, est-ce qu'il l'a dit en utilisant un second degré? Mais même au second degré, même si on ne le tue pas physiquement, on peut le tuer politiquement. Vous voyez, donc la chose est la même. C'est-à-dire que ce type, mais c'est bien simple. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de nous convaincre qu'il est capable de faire un débat contre Trump. Donc il y a 3 débats apparemment qui vont être prévus, mais il va se faire manger contre Trump. Mais il a, c'est pas possible. Là, je comprends pas. C'est dramatique. Là, on est vraiment dans une élection, encore en 2016, c'était Trump contre Hillary Clinton, donc
il y avait des potentiels des deux côtés, suivant selon les opinions qu'on a, si on est progressiste, conservateur. Mais pareil, de toute façon, déjà en 2016, Hillary Clinton n'était pas aimée par presque la moitié des progressistes américains parce qu'ils ne pouvaient pas la blairer. Mais encore une fois, ça c'est les décisions des ténors de la DNC, de la Democrat National Convention, qui ont décidé de mettre Hillary Clinton parce que c'est Clinton. Voilà, c'est tout comme mettre Joe Biden parce que Joe Biden était le vice-président d'Obama. Enfin, mais je pense que là, Obama, il a peut-être réussi à remettre un petit peu de son grain de sel un petit peu dans le truc, de telle manière à déjà écarter Bernie Sanders, parce que Bernie Sanders est beaucoup trop socialiste pour aller à la présidence et même peut-être acquérir la Maison Blanche. Mais là, en effet, Obama a parfaitement manœuvré, puisqu'il a échoué à essayer de calmer le jeu avec Soros et ses antifas. Bon, bah là, il a quand même réussi à dissuader de mettre Kamala Harris, qui est sa petite protégée, comme vice-présidente. Et le cas échéant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si Biden ne fait pas le poids ou pose un gros problème, voilà, pour des raisons de santé, il n'est plus capable d'assumer son poste, et dans ce cas-là, il cède sa place à Kamala Harris. Et là, les progressistes et les démocrates seront tout contents, tout joyeux, parce que non seulement ils auront une première présidente américaine démocrate, et en plus de ça, c'est une métisse, donc le doublé est gagnant. Même si, encore une fois, je le répète, si vous connaissez un petit peu la politique américaine, Kamala Harris, elle a ses avantages comme elle a aussi ses casseroles, soyons clairs. De toute façon, quand on arrive à un certain niveau dans la sphère politique aux États-Unis, et c'est exactement la même chose en France, et d'ailleurs un peu partout dans les pays démocratiques, dans tous les pays occidentaux, c'est que quand vous arrivez dans la sphère à ce niveau-là, c'est que vous avez déjà des mains sales. C'est-à-dire que vous avez mis déjà les pieds dans la merde, quoi. Vous êtes déjà coupable de quelque chose, forcément. Vous êtes forcément impliqué parce que le système, de toute façon, vous oblige. Si vous avez de l'ambition politique, si vous êtes un carriériste politique, vous êtes forcément mouillé dans quelque chose. Donc, parce que le système est ainsi fait, le système est pourri. Donc, vous devez accepter, à différents niveaux, d'être aussi un pourri, mais en sachant que la règle du jeu, c'est évidemment de faire en sorte de ne pas se faire choper et que ça ne se voit pas. Donc les choses sont claires. C'est un peu comme Joe Biden, si vous voulez. Joe Biden, beaucoup de gens ont des doutes sur le fait qu'il soit un petit peu pédophile sur les bords. Il est vrai que quand on regarde certaines vidéos où il a des attouchements, que même ceux qui, pour essayer d'excuser ces attouchements, disent oui, mais c'est pas des attouchements qui prouvent que il est pédophile, c'est des gestes affectifs, etc. En effet, on peut avoir des gestes affectifs envers des gens, sauf que quand on voit certaines vidéos avec Biden, là c'est pas que du geste affectif, et encore plus quand on est à ce niveau de politique aux États-Unis, avec toute la complaisance, avec tout le politiquement correct que les politiciens américains sont quand même obligés de respecter, sont obligés de se plier. Normalement, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce que l'on fait, on fait pas n'importe quoi, même si c'est, encore une fois de plus, des gestes qui peuvent avoir un certain aspect naturel, de bienfaisance, de bienveillance envers les individus. Faire toujours attention de ne pas faire n'importe quoi qui puisse heurter certaines tendances, certaines idéologies, certaines variations de perception que peuvent avoir les gens par rapport à des propos, à des mots ou à des gestes, parce que malheureusement on en est là, parce qu'aujourd'hui on est dans ce clientélisme absolu où où la moindre petite voix dans une urne est importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans un accent politicien vers le communautarisme, vers les minorités, les représentations de minorités, etc., que
de faire les choses de façon plus globale, de façon plus populaire, on va dire. Le terme, et même encore le terme aujourd'hui, on commence à vouloir le caser en définition comme étant fasciste. Je rappelle que le fascisme, par définition, ce sont l'association de trois idéologies que sont le populisme, le nationalisme et le totalitarisme. Mais indépendamment, le populisme tout seul n'est pas considéré comme un mouvement fasciste. C'est la patrie, c'est la nation, c'est la souveraineté, etc. Et c'est pas pour autant qu'on est forcément des fachos ou des néo-nazis. Mais ça, malheureusement, il y a des gens qui essaient de vous mettre ça dans le crâne, limite interdire le propos, voire même le mot populiste. D'ailleurs, quand on voit ce que fait Michel Onfray aujourd'hui avec son journal Le Front Populaire, et bientôt ces forums qu'il va faire à peu près un petit peu partout à travers la France apparemment, lui, pareil, ils vont essayer de le descendre à tout bout de champ. Je rappelle que ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, attendez-vous à ce que, peut-être pas de façon similitude, mais de façon similaire, mais je pense que d'ici 2022, il va y avoir des phénomènes en France qui vont justement servir d'intérêt de diviser toujours plus les Français. Je pense particulièrement à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec les mouvements ultra-gauche, les antifas qu'on a incrémentés sur les mouvements BLM. Je pense qu'en France, ils vont le faire aussi. C'est-à-dire que les antifas vont être incrémentés à des mouvements BLM ou pseudo-BLM, comme le mouvement BLM en Grande-Bretagne a un statut aujourd'hui, un statut associatif ou de mouvement. Alors je me souviens plus la définition exactement en France, c'est pas de l'association, mais c'est ce que d'ailleurs la famille Traoré a formé, c'est une particularité administrative, mais je me souviens plus le nom exact, la dénomination administrative de ce, c'est pas un mouvement, mais c'est collectif, ou un truc comme ça, voilà, un collectif. Suite à un événement, alors provoqué, pas provoqué, opportuniste, etc. Et puis voilà, puis on fera monter la mayonnaise en France comme on l'a fait aux États-Unis, dans certaines villes. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo assez rapide, on a une affaire qui, par contre, est antécédente à George Floyd, où encore une fois de plus, un Afro-Américain est mort suite à la procédure de neutralisation. Mais il y a une vidéo qui circule où, à un moment donné, on voit les flics lui mettre un sac sur la tête. Alors tout de suite, évidemment, un Afro-Américain assis par terre, torse nu, sous le froid, un sac sur la tête. Là, tout de suite, il y a des images, vous voyez, qui travaillent dans l'inconscient collectif, alors qu'en réalité, ce monsieur, la police a été appelée par la famille de ce monsieur, parce que ce monsieur était en fait sous l'emprise d'un psychotrope, était donc totalement incontrôlable, puisque même l'autopsie a bien révélé qu'il avait une surdose de ce produit dans le sang, qui, à un moment donné, le cerveau en fait a complètement pété les plombs. Alors procédure, pas procédure, normal, pas normal, etc. Donc évidemment, le phénomène est en train de voir si on peut le faire monter un peu en mayonnaise, ou si ce soir, par exemple, il va y avoir des manifestations dans la rue, ou demain, etc. Et ça se passe à Rochester. Rochester, c'est un des quartiers nord-ouest de Chicago. C'est justement un de ces quartiers où aujourd'hui la criminalité et les morts par arme à feu est un des plus élevés des États-Unis. C'est-à-dire que c'est là où, je vous en ai parlé, la fameuse maire de Chicago qui est complètement dépitée, qu'elle ne sait même plus quoi faire parce que ça devient un véritable fléau. Voilà, on a cette vidéo qui est ressortie d'un phénomène, d'un fait qui s'est produit avant la mort de George Floyd. Donc voilà, on est en train de ressortir les dossiers. Et voilà ce qui se passe aux États-Unis maintenant, c'est que tout le monde va ressortir des dossiers, des vieux dossiers pour faire, pour raviver un petit peu la flamme, mettre de l'huile sur le feu, etc. Donc ça promet pendant les 2 prochains mois, je pense qu'on va beaucoup rire, peut-être certains pleureront, etc. En sachant qu'évidemment l'économie américaine est toujours en proie à des réalités de terrain. C'est-à-dire que même si les marchés aujourd'hui, on vous dit oui, Wall Street a augmenté, les valeurs ont
ont augmenté. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu redescendu. Il y a Elon Musk qui a fait un coup de pub avec, je sais plus, son puçage. Ils ont fait une expérience de puçage sur un port, etc. Musk, c'est Tesla, hein, oui, c'est ça, c'est Tesla. Donc, il croyait faire remonter un peu ses actions. Manque de bol, l'action a perdu 8%. Donc, l'économie aussi aux États-Unis, on n'a pas fini de voir les répercussions. Je rappelle que actuellement, une des villes de référence économique, c'est New York. Et là, New York aujourd'hui, commence à faire le bilan de toutes les entreprises, de tous les restaurants qui ont fermé finalement, et tous les magasins qui sont en train tout simplement de liquider, de faire des liquidations de stock parce que voilà. Il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien, donc autant arrêter tout de suite que d'espérer un retour à la normale, parce qu'actuellement il n'y a pas de retour à la normale, puisque d'un côté, en effet, il y a beaucoup aujourd'hui de recherche de gens, il y a beaucoup d'emplois qui sont proposés, mais c'est des emplois en fait que des gens ont perdus, parce que soit ils sont atteints du Covid, ou qui ont été malades du Covid, donc les entreprises ne les reprennent pas, s'ils n'ont pas peur, voilà. Et donc de ce fait, voilà, l'économie de toute façon est à la rue, on en reparlera, on en refera un petit peu un état dans une autre vidéo, parce que je pense que ça aussi, ça va avoir des conséquences sur l'élection du mois de novembre. Voilà, petite vidéo beaucoup plus courte, pour ces petites informations non négligeables à maîtriser, à garder dans la tête, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.